La parole aux négresses, Awatiam. Conclusion sur la clitoridectomie et l'infibulation. La question de l'excision et de l'infibulation est si complexe qu'il faut la traiter avec le plus de tact possible. Est-ce qu'il s'agit de pratiques désirées par des femmes? Oui, par celles chez qui il existe une pratique systémique de l'excision. Cela procède d'un fanatisme. C'est le cas de certains musulmans fanatiques, qu'ils soient d'Arabie Saoudite, du Yémen, de la Guinée, du Sénégal ou d'ailleurs. Oui, par celles qui tiennent absolument à assurer la pérennité des coutumes au nom des valeurs ancestrales. Celles-là même qui constituent un frein au mouvement de résistance en latence chez certaines femmes qui condamnent purement et simplement ces opérations. Non, pour la majorité des filles ou petites filles, car elles les ressentent comme de vraies mutilations, des tortures véritables, quel que soit l'effort de leurs aînés pour les convaincre du contraire. Il est malaisé de prétendre que, de nos jours, toutes les femmes excisées ou excisées et infibulées sont contre ces pratiques. La plupart d'entre elles font pratiquer sur leurs filles ces mêmes opérations, quoiqu'elles connaissent tous les maux qui peuvent en découler. Frigidité, complications au moment des accouchements, et ainsi de suite. Elles font malgré elles. Autrement dit, elles le font pour ne pas se dissocier des autres, parce que dans leur société ou dans leur ethnie, il faut le faire. Mais celles-ci ne sont nullement convaincues du bien fondé de ces pratiques. Que faire? Faut-il exiger l'abolition pure et simple de l'excision et de l'infibulation? A priori, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Mais là non plus, l'on ne saurait conclure de manière expéditive et catégorique. Et cela surtout si l'on se réfère à ce passage de Jacques Lantier, selon lequel une certaine forme d'excision serait aussi pratiquée dans certains hôpitaux français afin d'accroître la capacité de jouissance de quelques bourgeoises. Je cite Jacques Lantier dans son ouvrage « La cité magique et magie en Afrique noire », publié aux éditions Artem Fayard en 1972. Nous avons vu que les jeunes filles kikuyu sont excisées. Elles n'éprouveraient aucune sensation clitoridienne sans deux pratiques singulières. Quant au clitoris, les matrones kikuyu ne l'excisent pas totalement. Elles en laissent un morceau qui est retourné et collé ensuite par cicatrisation à l'intérieur du vagin afin de permettre une masturbation rituelle, amenant la brosse masculine en contact avec le bouton sensible artificiellement créé. Une telle pratique augmenterait la jouissance sexuelle des femmes tout en respectant la règle tribale. Une intervention chirurgicale assez semblable est effectuée depuis quelques années à Paris sur une clientèle aisée. Je connais personnellement un éminent chirurgien qui trafique le vagin des jeunes femmes en dégageant leur clitoris et en le rabattant à l'intérieur du vagin. Il va de soi qu'une telle transformation augmente considérablement la sensation éprouvée par la femme lors des rapports sexuels. On reste donc confondu devant la science érotique des kikuyu. Fin de citation. Confondu, c'est le cas de le dire. La question se pose alors de savoir si l'excision provoque inévitablement la frigidité ou si elle constitue un facteur d'accroissement de la jouissance. Nous ne cherchons pas à cautionner des pratiques mutilatoires d'où qu'elles soient. Si ces opérations sont perçues et vécues par les femmes comme des mutilations sexuelles, il convient d'y mettre un terme. Toute femme est ou doit être concernée, à un niveau ou à un autre, par les pratiques mutilatoires sexuelles exercées sur le corps des femmes, quelles qu'elles soient. Mais il appartient aux excisées et infibulées parce qu'opposées à ces pratiques, parce que conscientes des conséquences néfastes qu'elles engendrent, de dire publiquement qu'elles ne veulent plus de ces coutumes ancestrales et qu'elles traduisent ce langage dans leur vécu quotidien. En d'autres termes, que celles qui sont contre, en s'opposant à toute forme de pratique mutilatoire, commencent d'ores et déjà à donner l'exemple et faire campagne autour d'elles. De nos jours, il semble que ce soit là des amorces de solutions envisageables. L'excision.
Si elle se révèle être une pratique mutilatoire, ce que nous croyons, elle est à abolir, donc à combattre dès maintenant, au même titre que la stérilisation forcée pratiquée dans les États du tiers-monde et aux USA et contestée par les mouvements Black Women for Wages, for Houseworks and Grassroots. L'infibulation. Aucune information ne permet de dire qu'elle participe en quoi que ce soit à la jouissance de la femme. D'après les témoignages que nous avons recueillis, l'infibulation nous apparaît comme une mutilation aux conséquences graves et dangereuses pour les femmes, tant sur le plan psychique que physique. L'on ne saurait tolérer davantage sa pratique. Clitoridectomie et infibulation ne constituent pas des sujets de réflexion pour la plupart des négro-africains et négro-africaines. Il en est de même de la condition de la femme prise dans sa globalité et dans son objectivité. Dans le cadre des organisations de masse négro-africaines, qu'elles soient de droite ou de gauche, ces questions sont éludées sous prétexte que l'on ne peut guère mobiliser les masses sur ces bases. Qui décide de cela? Qui le décrète? Les mâles et l'idéologie dominante de leur organisation qui, quoique regroupant en leur sein des femmes, sont fondamentalement mâlistes. Les femmes n'ont pas à suivre les hommes qui renvoient leur libération au grand soir de la Révolution. Responsables, elles ont à prendre leur destinée en main, penser par elles-mêmes leurs oppressions, leurs problèmes et envisager d'elles-mêmes les solutions possibles. Sans observer une rupture radicale avec les hommes, elles ont à travailler avec eux dans la perspective d'une libération des femmes et des hommes tout en refusant toute forme d'impérialisme, d'assujettissement que ceux-ci, à un niveau ou à un autre, seraient tentés d'exercer sur elles. Il y a lieu d'informer objectivement les femmes, leur dire à quoi elles peuvent s'attendre avec l'excision et l'infibulation, qu'on laisse aux femmes adultes le soin de leur corps. Comment lutter contre ces pratiques? Faut-il s'attaquer à la religion? Non, car il n'y a pas de motif religieux à la base de ces pratiques, quoique certains veuillent le prétendre. Ou alors, faut-il s'attaquer aux structures sociales qui cautionnent ces pratiques? Sans aucun doute. Mais comment? En menant une campagne de presse à l'intérieur des pays ou de l'extérieur. Toute action mérite dans ce domaine considération. L'histoire est là, riche en exemples dont nous devrions pouvoir tirer des leçons. N'y a-t-il pas lieu de rappeler que diverses tentatives d'abolition de ces pratiques ont, dans le passé, été entreprises? Entre autres, celle de l'Église de la Mission écossaise au Kenya en 1929 et celle de la Société pour la sauvegarde de l'enfance qui a tenu une conférence à Genève en 1931. Elles se sont toutes soldées par un échec. Ce qui est évident, c'est que la lutte contre ces pratiques ne peut être menée à bien si l'on ne remet pas en cause les structures sociales en vigueur de nos jours dans les pays où elles ont cours. Il faut, en outre, que le maximum de ressortissantes et de ressortissants de ces États, ainsi que des peuples qui ne reconnaissent pas ces pratiques, soient objectivement informés de manière qu'ils puissent prendre position face à ces problèmes de mutilation. Mais quelle peut être leur action ? Une action théorique ou une action pratique? Assurément les deux. Diffuser une information objective et agir en conséquence. Mais toute action est à mener de pair avec les femmes principalement concernées ou avec le mouvement qui représente les femmes en lutte. Toute autre action risque non seulement d'être vouée à l'échec, mais aussi de porter préjudice à l'action des militantes.